Je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas il y a peu de personnes quand même, tu as une vraie grande réputation dans le milieu des historiens. Tu es né en 1948, tu es historien, tu es passé par l'école normale supérieure, l'agrégation, tu es devenu professeur d'université, tu as enseigné d'abord à Limoges, puis à Bordeaux, puis à Nice, et tu es arrivé à Toulouse, où j'ai eu le plaisir et l'enrichissement de te connaître, en 2000. Tu avais dès le départ orienté tes recherches vers l'histoire de l'Algérie, puisque la thèse qui paraît, ta thèse, porte sur les étudiants algériens de l'université française de 1880 à 1962. Cette thèse est déjà remarquée. Charles Robert Ageron, qui est le grand maître des études sur l'histoire de l'Algérie, préface ta thèse. Et depuis, tu as publié entre 15 et 20, plutôt 20 livres, notamment un que sais-je, notamment une histoire iconoclaste de la guerre d'Algérie, et également un petit livre que j'aime bien pour une histoire de la guerre d'Algérie. Des titres que je cite parmi d'autres. De toute façon, pour les personnes qui voudront encore mieux te connaître, tu as un site magnifique, extrêmement complet. Il suffit de taper guy.perville.free.fr et là, on a tous tes travaux de recherche, tous tes échanges. J'ai jamais vu un site aussi complet, aussi riche. Alors, aujourd'hui, donc, nous souhaitons que tu réagisses au rapport de Benjamin Stora. Donc, le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé en juillet dernier, donc il y a 7 mois environ, à Benjamin Stora, qui est un autre historien connu, très médiatisé, donc, sur l'histoire de l'Algérie, et il lui a demandé donc de faire un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Et Benjamin Stora a remis ce rapport il y a quelques jours. Ce rapport se trouve sur Internet. Il suffit de taper sur Google rapport Stora. Alors, si tu veux bien, j'aimerais donc, Guy Pervilliers, que d'abord, on fasse une analyse rapide du rapport et ensuite que tu réagisses, puisque, bon, d'une part, Benjamin Stora te cite plusieurs fois dans ce rapport. Ensuite, toi-même, tu as déjà réagi en envoyant une lettre à Benjamin Stora. Tu as également, tu es en correspondance avec Emmanuel Macron. Donc, je souhaiterais que dans la dernière partie de l'entretien, si ce n'est pas confidentiel, eh bien, tu nous révèles un petit peu les problèmes que tu as voulu évoquer et avec Benjamin Stora et avec Emmanuel Macron. Alors, est-ce que tu es d'accord pour que nous poursuivions cet échange de cette manière? Oui, bien entendu, euh, pas de problème. Rien à corriger sur ta biographie que j'ai faite extrêmement rapidement et ton historiographie aussi. Non, pas de problème du Bon, tout. bon très bien. Alors, le rapport, donc, commence par une partie que Benjamin, c'est un rapport au total, en comptant les annexes, de 160 pages environ. Et la première partie s'intitule Algérie, l'impossible oubli, les effets de mémoire. Et Benjamin Stora rappelle, et c'est un chiffre quand même extrêmement important, qu'il y a au moins 7 millions de résidents français qui sont concernés par l'histoire de l'Algérie, en comptant les familles d'origine pied noir qui sont installées en France, en comptant bien sûr les appelés, les harkis, et puis de nouvelles générations d'Algériens qui ont migré. Donc c'est énorme, c'est pour ça que ce rapport quand même intéresse beaucoup de personnes. Alors, dans cette première partie, donc sur l'impossible oubli,
Benjamin Stora rappelle le cheminement des mémoires depuis la fin de la guerre. Et il dit d'abord, et j'aimerais que tu donnes ton point de vue, il dit la guerre d'Algérie a été la plus dure guerre de décolonisation française. Est-ce que tu es d'accord? Et oui, et si oui, pourquoi? Euh, je suis d'accord, mais en même temps, je pense qu'on pourrait néanmoins dire que la guerre d'Indochine, qui a été aussi longue, a été beaucoup plus meurtrière, mais elle a moins concerné la population française dans la mesure où le corps expéditionnaire français se composait de soldats de métier et non pas de conscrits. Et c'est la grande différence. Et d'autre part, il y avait aussi beaucoup de troupes d'outre-mer, pour ne pas dire indigènes, qu'elles viennent des pays d'Indochine ou d'autres pays, notamment d'Afrique, y compris l'Algérie. Donc, on peut discuter le classement de ces deux grandes guerres l'une par rapport à l'autre, mais il est certain que l'importance des pertes la plus lourde a été la guerre d'Indochine, mais il est certain aussi que par le choc sur la population française, enfin, au contraire, c'est la guerre d'Algérie la plus importante des deux. Et en ce qui concerne ce que Stora appelle le cheminement des mémoires, c'est-à-dire donc, il fait en même temps l'historiographie un peu, c'est-à-dire l'histoire de la guerre d'Algérie depuis la fin de la guerre. Est-ce que tu es d'accord que, c'est-à-dire, lui, il déclare que d'abord il y a eu une longue période tout de suite après la guerre de latence où on parlait très peu de la guerre d'Algérie, le moins possible, c'était trop douloureux, il y avait peu de travaux, et puis peu à peu, j'aimerais que tu reviennes un peu sur cette évolution de l'historiographie de la guerre d'Algérie. Oui, je pense en effet qu'il y a eu, après la fin de la guerre, une longue période enfin, de latence, mais il faut bien préciser ce qu'on entend par là. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un, un très grand nombre de témoignages publiés et dans un état d'esprit très, très engagé, très militant, en tout cas partisan dans la plupart des cas. Et les travaux d'historiens étaient relativement peu nombreux. Et d'autre part, durant cette période, il n'y avait pas non plus de doctrine officielle, car l'État, donc la République française, la Ve République, considérait que la guerre d'Algérie n'était qu'un sujet de division qui ne permettait pas l'adoption d'une mémoire nationale commune. Dans ces conditions, il y avait en effet une politique officielle du silence qui a duré en France de 1962 jusqu'au milieu des années 1990. Néanmoins, les choses ont commencé à changer dans les années 1990, justement. Alors, sous l'effet de... Pardon de t'interrompre, on va revenir tout de suite sur les années 90. Mais par Oui, exemple, tu fais une thèse, toi, je ne sais oui, pas quand tu l'as commencé, donc tu la soutiens ou publies en 84, ça veut dire que tu l'as commencé à la fin des années 70. oui. Donc, Alors, il y a une exception. oui. Ma thèse a été pour moi le moyen d'accéder à la connaissance de la guerre d'Algérie par le biais donc d'une recherche sur les étudiants algériens des universités françaises, mais qui ont pris parti dans cette guerre et le plus souvent du côté du FLN. Et pour moi, ce fut vraiment un moyen d'accéder à la connaissance d'une histoire qui me semblait extrêmement, extrêmement mystérieuse. Et c'est donc grâce à ce travail que j'ai entamé comme mémoire de maîtrise en 1970 que j'ai pu donc me constituer un premier, je vais dire, capital d'information sur la guerre d'Algérie. Donc, ça a commencé comme mémoire de maîtrise et j'ai continué pour lui donner finalement le statut d'une thèse de troisième cycle. Donc, j'ai travaillé sur ce sujet de 1970 à 1980. Donc, pendant la période dite de latence. Donc, ça Oui, veut dire que tu avais trouvé un patron, tu étais où à oui, Sorbonne, non
Oui, oui, à Paris 1, donc c'était Jean-Baptiste Durosel, mais je bénéficiais de l'aide puissante de Charles-Robert Ageron, qui ensuite a préfacé ma thèse quand elle a été publiée. Et vous Par étiez plusieurs à travailler parmi les étudiants de maîtrise, puis ensuite de thèse. Est-ce que vous étiez plusieurs au début des années 70 à travailler là avec Durosel et en fait sous la direction d'Ageron? Nous étions très peu nombreux. Et je me souviens que donc un historien un peu plus âgé que moi, donc qui suivait le séminaire de Jean-Baptiste Durosel, s'était étonné de mon audace. Il pensait qu'il n'était pas possible de traiter historiquement de tels sujets. Mais c'était disons, une vocation personnelle et il y en avait à ce moment-là, puisque quelques années après, Benjamin Stora s'est adressé lui aussi à Charles-Robert Ageron. Mais disons, il y avait des historiens qui s'intéressaient déjà à ce sujet, en tout cas à l'histoire de l'Algérie contemporaine, mais j'ai été, avec Benjamin Stora, un des très rares à penser qu'il fallait immédiatement ne pas s'arrêter à 1954, mais aller jusqu'en 1962. Peut-être parce que nous n'avions quand même pas, ni l'un ni l'autre, nous l'avions vécu personnellement, cette guerre, en tant que phénomène politique qui requérait un engagement d'un côté ou de l'autre. C'est pourquoi peut-être il fallait être particulièrement jeune pour s'aventurer dans ce genre de sujet. En un mot, pourquoi t'es-tu intéressé à la guerre, à l'Algérie, à l'histoire de l'Algérie? Étais-tu pied noir? Qu'est-ce qui a motivé ton intérêt? Non, je n'étais absolument pas pied noir, mais ce qui m'a motivé, c'est le fait qu'à partir de mai-juin 1958, mon attention a attiré sur le fait que des événements très graves se passaient à Alger et en France par rapport à ce qui se passait à Alger. Et donc, entre 1958 et 1962, j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité et à lire systématiquement les informations sur l'Algérie que je trouvais dans les journaux qui étaient lus dans ma famille, c'est-à-dire l'Aurore et le Parisien libéré. Alors, je sais bien que ce genre de titre est considéré comme affreusement réactionnaire par beaucoup de mes camarades, mais le fait est que je n'avais pas d'autre source d'information que celle-là, et donc je me suis efforcé d'en tirer tout ce que je pouvais y trouver. Et c'est pourquoi la suite des événements entre 1958 et 1962 m'a particulièrement étonné, puisque au départ, je lisais que l'Algérie s'était donnée librement à la France et que c'était un fait historique sur lequel on ne reviendrait jamais. Et petit à petit, j'ai constaté qu'à la fraternisation de mai-juin 58 sous les drapeaux tricolores entre Européens et musulmans, eh bien, se substituaient des affrontements de plus en plus nets, en particulier à partir de décembre 1960, et puis encore quelques années, et au printemps 1962, je vois que ce qui était jusque-là l'ennemi devenait le partenaire des accords d'Évian. Et à partir du 1er juillet, je vois de nouveau des manifestations sur le sol algérien, aussi impressionnantes que celles de mai-juin 58, mais cette fois-ci sous le drapeau vert et blanc et non pas sous le drapeau tricolore. Dès 62, tu considérais la guerre d'Algérie comme une énigme. Oui, comme une énigme historique et qu'elle relevait de la recherche historique. En effet, je pensais que l'événement qui venait de se terminer, pour des raisons qui m'échappaient encore largement, était de toute façon la fin d'une époque, non seulement de la guerre elle-même, mais de l'époque coloniale de l'Algérie et de la France, et que donc il devait y avoir nécessairement une remise en question de tout ce que l'on croyait savoir jusque-là pour tirer les leçons de ce grand événement. Et cela me paraissait dès ce moment-là une évidence, à tel point que j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte que la plupart de ceux qui s'intéressaient à la guerre d'Algérie
et notamment les historiens plus âgés que moi, appartenant à des générations qui avaient vécu cette guerre comme un problème politique, eh bien, ils avaient le plus grand mal à, je dirais, adopter un point de vue essentiellement historique. Et d'autre part, ce que je ne soupçonnais pas à l'époque, et ce que j'ai mis très longtemps à comprendre, c'est que des historiens plus jeunes que moi, qui n'auraient aucune expérience, aucune connaissance plus ou moins directe de la guerre d'Algérie, eh bien, ne la considéreraient pas comme un phénomène historique à interpréter dans un esprit historique, mais qu'il pourrait être en quelque sorte influencé par la transmission de la mémoire des générations précédentes. Et donc, par exemple, que certains jeunes historiens ou historiennes se comporteraient, enfin, si j'ose dire, comme par exemple les héritiers de Pierre Vidal-Naquet. Allusion que peut-être certains auditeurs pourront déchiffrer sans peine. Et donc, je me suis senti finalement assez isolé dans ma manière de considérer la guerre d'Algérie comme un problème essentiellement historique. Alors, j'aimerais maintenant qu'on en arrive à la période donc, où les études sur la guerre d'Algérie commencent et vont devenir assez nombreuses, c'est-à-dire la fin des années 80, le début des années 90. Est-ce que tu peux très brièvement, parce que nos auditeurs ne sont pas des historiens, mais donner quelques noms, quelques titres d'ouvrages parus à cette époque qui ont vraiment marqué l'historiographie? Oui, il n'y a que l'embarras du choix, et en particulier parce que les historiens qui s'intéressaient plus particulièrement à la guerre d'Algérie et à l'histoire de l'Algérie, en fait, ils avaient commencé à travailler bien avant 1992. Je pense, bon, par exemple, enfin, quelques noms de nos aînés. Bon, parmi les Algériens, Mohamed Harbi, qui, après avoir participé activement à la guerre de l'indépendance du côté du FLN et avoir été emprisonné par le régime du colonel Boumedienne après le coup d'État de 1975, eh bien, Mohamed Harbi a été emprisonné pardon, le coup d'État de 1965, je veux dire, par lequel le colonel Boumedienne a renversé le président Ben Bella. Eh bien, donc, Mohamed Harbi, après avoir été emprisonné, s'est évadé quelques années plus tard et il est venu en France où il a repris des études d'histoire et il a publié son premier livre en 1975. Et d'autres historiens avaient, par exemple, enfin, parmi les historiens français, je pense à Gilbert Meignet, qui avait milité tout jeune contre la guerre d'Algérie à Lyon, et ensuite, à partir de l'indépendance, était venu en Algérie comme coopérant, où il a passé plusieurs années. Donc, il y avait en fait déjà des travaux qui témoignaient d'un intérêt pour l'histoire de l'Algérie. Donc, sur la période de la guerre elle-même, dans le cas de Mohamed Harbi, ou de manière plus classique, sur l'Algérie coloniale et l'essor du nationalisme algérien, en s'arrêtant provisoirement avant 1954. Et ensuite, eh bien, il y a eu de plus en plus de travaux sur l'histoire de l'Algérie, du nationalisme algérien et de la guerre d'Algérie, notamment de la part de Gilbert Meignet. Il y a sa grande histoire du FLN. Mais pour moi, il n'y a pas eu, malgré tout, un tournant capital en 1992. Dans mon esprit, il y a eu une continuité réelle dans le milieu des historiens, enfin des quelques historiens qui s'intéressaient à ce sujet. Néanmoins, je pense qu'il y a eu en effet un tournant réel dans les années 90 pour d'autres raisons, parmi lesquelles j'en vois deux principales. Alors, d'une part, il y a eu cette rechute terrible de l'Algérie dans la violence, donc qu'on qualifie souvent, mais pas toujours, de guerre civile entre Algériens, donc qui a rempli toutes les années 90 et qui en fait
ne s'est pas terminée en un jour. On peut même se demander si cette violence algérienne est encore, enfin, est arrangée dans le passé. Du coup, eh bien, ce qu'on a appelé parfois la première guerre d'Algérie est apparu comme le début d'un phénomène continu de beaucoup plus longue durée. À tel point que certains Français qui avaient vécu la fin de la guerre d'Algérie, avaient vécu la fin de la guerre d'Algérie en 1962 comme une défaite, ont pu voir dans cette nouvelle guerre d'Algérie une revanche, en tout cas l'occasion d'une réhabilitation en leur faveur. Mais certains d'entre eux étaient pour autant étaient tout à fait disposés à compatir sincèrement avec la douleur des Algériens, à condition que les Algériens veulent bien reconnaître que les épreuves qu'ils traversaient dans les années 90 eh bien, avaient déjà été traversées par d'autres Algériens 30 ans plus tôt. Mais en Algérie, ce genre de raisonnement a été plutôt mal accueilli, car durant la guerre civile, les deux partis, enfin ceux qu'on appelait d'un côté les éradicateurs, de l'autre les dialoguistes, enfin ceux qui voulaient dialoguer avec les islamistes, eh bien, les deux parties algériennes se revendiquaient l'une comme l'autre de l'héritage des combattants de la guerre d'indépendance et qui se réclament de l'islam, enfin, ou du nationalisme, ou des deux à la fois. Enfin, il y avait une concurrence pour, je dirais, exploiter la mémoire de la guerre d'indépendance au service de leur cause. Mais donc, il y avait d'un côté cet intérêt pour l'Algérie et ses déchirements renforcés par la guerre civile, mais il y avait aussi simultanément, je dirais, un phénomène générationnel. Ceux qui avaient participé activement à la guerre d'Algérie, et notamment les anciens combattants, donc qui étaient particulièrement nombreux, eh bien, ont eu davantage de temps pour repenser à ce qu'ils avaient vécu à la lumière de l'actualité. Et cela les a conduits également à rechercher un lien logique entre ce qu'ils avaient vécu et ce qui se passait de nouveau en Algérie. Et je pense que le passage disons, de l'âge actif des activités professionnelles à la retraite a pu aussi être un facteur supplémentaire propice à cette, comment dire, ces réminiscences de la première guerre d'Algérie au moment de la deuxième. Et en plus, ce fut aussi, je pense, l'occasion de rompre, enfin pour beaucoup d'entre eux, de rompre avec le long silence que leur avait imposé la volonté de passer à autre chose qui caractérisait la grande majorité de l'opinion publique métropolitaine en 1962. Dans une deuxième partie, Benjamin Stora analyse les rapports entre la France et l'Algérie, alors au niveau des chefs d'État, si je peux dire. Bon, en insistant qu'il y a un partenariat au départ qui est un partenariat vraiment économique. Bon, et que sous Pompidou, sous Giscard, on ne parle pas du passé et qu'il faut attendre l'arrivée de la gauche au pouvoir avec Mitterrand. Pourtant, Mitterrand avait été concerné directement par la guerre d'Algérie, mais si j'ai bien lu Stora, c'est avec lui que commencent quand même de nouveaux rapports avec l'Algérie. Toutefois, il faut attendre l'arrivée de Jacques Chirac en 1995 pour que, comme il dit, le couvercle de la mémoire se soulève vraiment. Est-ce que tu es d'accord pour cette présentation des rapports entre les chefs d'État français et l'Algérie selon Stora? Je pense qu'elle est enfin, un peu trop résumée et qu'il faudrait entrer plus dans les détails. Mais enfin, c'est exact en gros. Je pense qu'il y a eu certes des relations intenses avec l'Algérie, mais qui n'étaient, comment dire, qu'on ne peut pas caractériser comme étant une volonté générale de coopération dans l'esprit des accords d'Évian, et cela parce que les accords d'Évian, en fait, n'ont jamais été appliqués sérieusement
Et on peut dire que du point de vue du FLN, du point de vue du GPRA, les accords d'Évian étaient imposés par la nécessité d'obtenir le retrait de la France, mais à partir du moment où la France a renoncé officiellement à sa souveraineté sur l'Algérie le 3 juillet 1962, eh bien, les accords d'Évian devenaient immédiatement caducs et les rapports franco-algériens allaient être soumis à une épreuve de force et une renégociation permanente jusqu'à ce que l'Algérie obtienne ce qu'elle voulait, c'est-à-dire le parachèvement de sa souveraineté par la mainmise sur le pétrole du Sahara, enfin le pétrole et le gaz du Sahara découvert par la France. Donc à partir de 1971, la France et l'Algérie deviennent deux pays totalement séparés et l'Algérie a plus que jamais pour intention de réduire au strict minimum la coopération avec la France préconisée par les accords d'Évian. Néanmoins, enfin, c'est peut-être là aussi de ma part une simplification un peu excessive, car il y a des péripéties à rapporter, disons une oscillation entre l'épreuve de force et la négociation, aboutissant à des réconciliations fragiles et peu durables. Citons parmi les épreuves de force, donc celle précisément qui s'est engagée sur le plan économique en 1971, quand l'Algérie a imposé la nationalisation du pétrole et du gaz du Sahara, et bon, la France a négocié pour obtenir une sauvegarde de ses intérêts, mais il n'y a pas eu pour autant d'épreuves de force allant aux extrêmes. Par contre, il y a eu une deuxième épreuve de force encore plus brutale qui a pris la forme d'une sorte de guerre larvée franco-algérienne à l'occasion de la mainmise du Maroc sur le Sahara ex-espagnol, mainmise qui a été acceptée par la France mais refusée par l'Algérie, l'Algérie qui a choisi de soutenir le Front Polisario, donc un mouvement indépendantiste sahraoui refusant l'annexion au Maroc. Et le résultat, c'est qu'il y a eu non seulement une guerre froide et parfois une guerre chaude algéro-marocaine, mais aussi des répercussions sur des otages français qui ont été enlevés. L'aviation française est intervenue contre les colonnes du Front Polisario soutenues par l'Algérie. Et donc, entre 1974 et 1978, on peut parler d'une véritable guerre froide franco-algérienne, aujourd'hui largement oubliée. Et donc, quand on parle d'une réconciliation franco-algérienne sous le président Mitterrand, c'est exact, mais cela a suivi donc cette épreuve de force extrêmement dure qui avait duré plusieurs années. D'autre part, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu, à travers toutes ces variations extrêmes dans les relations franco-algériennes, le maintien par l'Algérie d'une mémoire officielle qui prolongeait la mémoire du nationalisme algérien et du FLN du temps de guerre, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de véritable réconciliation entre les deux pays. Et donc, quand on parle ensuite des années 90, eh bien, il faut également bien suivre les étapes et se rendre compte que dans les années 1990, le gouvernement algérien et le pouvoir militaire algérien a voulu imposer à la France de lui apporter son aide dans toute la mesure où le gouvernement algérien le voulait, et en même temps de s'abstenir de tout jugement sur les choix de l'Algérie concernant notamment disons l'équilibre des forces politiques à l'intérieur du pays. Autrement dit, l'Algérie a voulu
que la France soit à sa disposition, enfin l'État algérien a voulu que la France soit à sa disposition pour combattre les islamistes, sans que la France puisse se permettre en retour la moindre critique des décisions prises par l'État algérien. Et le résultat, c'est qu'il y a eu une véritable crise de confiance et une très forte tension entre les deux États à partir de 1994-95, au moment où la France a été victime d'attaques venant apparemment des islamistes algériens, notamment le détournement de l'Airbus d'Alger vers Marseille, donc à la fin 1995, sous le gouvernement Balladur, et ensuite et surtout à partir du printemps 1995, c'est-à-dire après l'élection du président Chirac, eh bien, il y a eu quelques mois plus tard, durant l'été 1995, une succession d'attentats à Paris, donc des attentats à la bombe à Paris, mais aussi à Lyon et virtuellement à Lille. Enfin, je dis virtuellement puisque les attentats n'ont pas eu lieu car leurs auteurs ont été arrêtés préventivement. Mais cette irruption de la violence terroriste algérienne en France même a été ressentie avec beaucoup de suspicion par le président Chirac, qui a eu l'impression qu'en réalité, l'État algérien utilisait les islamistes pour faire pression sur la France pour qu'elle lui apporte un soutien inconditionnel. Et cela alors qu'au même moment, le gouvernement français était tenté de ne pas trop s'engager avec le gouvernement d'Alger parce qu'il pensait utile de soutenir la politique de réconciliation entre Algériens prônée par plusieurs partis qui se sont rencontrés à Rome également à ce moment. Donc, il y a eu à ce moment vraiment, de la part du président Chirac, l'impression que le gouvernement algérien manipulait le terrorisme anti-français, non seulement en Algérie, mais aussi en métropole, pour obliger la France à lui apporter un soutien inconditionnel et donc renoncer à toute idée de solution alternative. Donc au total, Jacques Chirac a bien fait un effort de réconciliation, mais sans aucune naïveté et en étant quand même très conscient des réalités algériennes, etc. Oui, oui, c'est ça. Enfin, il faut préciser un certain nombre de faits qui sont largement ignorés. Donc d'abord, le fait que la revendication de repentance a été une revendication de repentance a été adressée à la France à partir de mai 1990 par la fondation du 8 mai 1945, donc qui a été fondée cette année-là à Sétif par l'ancien ministre Bachir Boumassa. Et cette fondation du 8 mai 1945 revendiquait notamment que l'acceptation par la France du fait que la répression de mai 1945 avait été non pas un crime de guerre, mais un crime contre l'humanité, et donc un crime imprescriptible dont la France devait se repentir. Et puis, 5 ans après, en mai 1995, donc juste avant, enfin juste au moment de l'élection de Jacques Chirac et juste avant les attentats de Paris dont j'ai parlé, eh bien, il semble que la presse algérienne, donc une grande partie de la presse algérienne, ait adopté cette revendication de repentance et l'ait élargie à tous les crimes que la France a ou aurait commis en Algérie de 1830 à 1962. Donc la pression morale était encore beaucoup plus forte. Alors, donc, quand on parle de tentative de rapprochement franco-algérien, à partir notamment de l'avènement du président Bouteflika en 1999, eh bien, c'est vrai, mais il faut souligner que le président Bouteflika, quand il est venu en voyage officiel à Paris, donc c'était durant l'été 1990, si j'ai bonne mémoire, eh bien, parlant devant l'Assemblée nationale française, a émis de nouveau cette revendication de repentance. Mais il est vrai sous une forme beaucoup plus adoucie, beaucoup plus polie qu'en 1995. Mais il a bel et bien suggéré que la France ferait bien de reconnaître ses torts envers l'Algérie.
Et puis, en fait, il n'y a pas eu de réponse officielle de la France à cette demande suggérée plutôt que revendiquée. Mais en 2003, le président Chirac a fait une visite officielle à Alger où il a été très bien accueilli, notamment par la foule. Et à ce moment-là, il a pensé désamorcer cette crise virtuelle en proposant la négociation d'un traité d'amitié franco-algérien conçu sur le modèle du traité d'amitié franco-allemand de 1963. L'Algérie a donné son accord, mais les négociations qui ont commencé et qui semblaient devoir aboutir, eh bien, ont été mises en échec. Alors d'abord par le vote de la loi du 23 février 2005, donc par le Parlement français. Cette loi du 23 février 2005 rendait hommage à la colonisation française en Algérie, ce qui a mécontenté profondément une grande partie des leaders d'opinion algériens. Et assez vite, le président Bouteflika s'est senti obligé de s'aligner sur ce mécontentement et il a tenu un discours extrêmement dur dans lequel il a exigé que la France reconnaisse qu'elle avait commis des crimes contre l'humanité contre le peuple algérien, en particulier à l'occasion du 8 mai, du 8 mai 2005 et de nouveau le 8 mai 2006, le président Bouteflika a officiellement assumé cette revendication de repentance de la France. Alors, on sent combien les choses sont effectivement complexes et combien il est difficile dans un rapport de distinguer des phases très nettes, très claires. Bon. Et tu viens d'évoquer la période 2005-2006 à l'instant. Et dans son rapport, Benjamin Stora parle de la fin des années 2000 comme une période d'accélération mémorielle. Et il cite, il dit enfin, on parle de guerre et non plus d'événements à propos de la guerre d'Algérie. On écoute des réclamations de soldats, de harkis, de pieds noirs. On publie des travaux, des films de fiction paraissent. Il y a le projet d'un mémorial. La torture est reconnue. Bon, il y a la visite donc, que tu viens de citer de Chirac à Alger en mars 2003, où il est acclamé. Mais en 2005, il y a une loi en France qui impose de souligner les bienfaits d'une colonisation positive. Oui. J'aimerais savoir ce que le spécialiste, non seulement de l'histoire de la guerre d'Algérie, mais de l'histoire de la colonisation, pense de cela. C'est-à-dire qu'une loi impose donc aux enseignants notamment de souligner les bienfaits d'une colonisation positive. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'était sans aucun doute une très grande maladresse et en même temps une contradiction de la politique française. Bon, une très grande maladresse puisque jusqu'à présent, l'État et les différentes forces politiques reconnaissaient la liberté de l'histoire et donc s'imposaient de ne pas, pensaient que l'État ne devait pas imposer une interprétation politique de la guerre d'Algérie à sa population. Mais néanmoins, j'essaye là de ne pas me perdre dans le dédale de mon analyse. Donc, d'une part, il y avait incontestablement une erreur et on peut se demander à quoi pensait le président Chirac, qui donnait l'impression que d'une main, bon, disons sa main gauche, il négociait avec l'Algérie le traité d'amitié, et d'une autre main, disons sa main droite, il s'efforçait au contraire de rassurer les partisans de la colonisation de l'Algérie, parmi lesquels il pouvait se compter lui aussi, puisqu'il avait participé à cette guerre et il était à ce moment très convaincu de la justesse de la cause de la France. Donc il y avait effectivement une contradiction interne réelle qui témoignait peut-être des contradictions de la position personnelle du président Chirac sur ce sujet.
Bon, mais d'un autre côté, on peut se demander s'il n'y avait pas aussi une contradiction, enfin, dans l'attitude du gouvernement algérien qui, certes, avait accepté la proposition chiracienne de négocier un traité d'amitié franco-algérien sur le modèle du traité franco-allemand. Simplement, ce que le président Chirac n'avait peut-être pas bien discerné, c'est que du point de vue algérien, si la comparaison était juste, elle signifiait que dans les rapports franco-algériens, le rôle de l'Allemagne avait été occupé par la France et donc le rôle de la France avait été occupé par l'Algérie. Et le président Chirac a été amené à constater dans le cours des négociations que, en fin de compte, l'aboutissement du traité n'était pas possible parce que, comme le président Chirac lui-même l'a dit, il a écrit dans ses mémoires, eh bien, l'Algérie a demandé qu'une déclaration de repentance française soit inscrite dans le préambule du traité, ce qu'il a jugé évidemment inacceptable. Or, ce point très important, attesté par le président Chirac, est en général totalement oublié par les journalistes ou les auteurs français qui parlent de ces événements. Or, c'est bien pourtant la clé du problème. Est-ce que la France doit accepter cette revendication algérienne de repentance qui est fondée en même temps sur l'idée que dans ces relations franco-algériennes, enfin, qu'on les prenne dans la longue durée ou dans la courte durée de l'épisode final, eh bien, toutes les responsabilités sont du côté français, alors que l'Algérie n'en a aucune. Et là, c'est le point fondamental. Quand on relit toutes les déclarations officielles algériennes, en particulier celles de certains ministres qui sont extrêmement nettes, ou celles qui s'expriment au nom de l'opinion du peuple algérien, il y a cette idée fondamentale que les Français étant coupables de tout, les Algériens ne sont responsables de rien. Et le fond du problème, il est là et nulle part ailleurs. Donc la question est, est-ce que la France doit accepter cette affirmation ou non? Alors, dans une troisième partie, Benjamin Stora énumère ce qu'il appelle les défis à relever. Alors, on va en citer quelques-uns. Je te demande, parce que je sais qu'on va parler des archives et tout, que c'est un secteur que tu connais parfaitement, mais ne nous en lisons pas quand même, parce que je veux en arriver à tes critiques du rapport Stora et à ta lettre à Emmanuel Macron. Bon, auparavant, donc, nous sommes au défi à relever, et Benjamin Stora commence par les archives en posant le problème, est-ce que les archives concernant l'Algérie, la colonisation algérienne, est-ce que c'est un patrimoine commun ou est-ce que ça appartient uniquement à un pays ou à un autre? Quel est ton point de vue à ce sujet et qu'est-ce que tu préconiserais pour régler la question des archives? Alors, la question des archives est compliquée parce qu'elle est indissociable d'abord du problème politique. Est-ce que la France était chez elle en Algérie ou en tout cas, est-ce qu'il y avait un État algérien avant celui que le FLN a créé? Cette question est compliquée dans la mesure où, d'une part, il est certain que le gouvernement général et les administrations locales, je veux dire les départements, les communes, étaient des créations françaises. Mais il est vrai aussi que la population sur laquelle s'exerçait le pouvoir de décision de ces administrations françaises n'était pas considérée comme vraiment française dans sa grande majorité. Donc à partir de là, on peut logiquement soutenir les deux thèses et dire que les archives appartiennent soit à l'État qui les a créées, soit à la population concernée, et on peut soutenir que la population la plus concernée par ces archives, c'est donc la population qu'on appelait indigène, qui est algérienne de plein droit depuis 1962. Mais la numérisation ne devrait pas régler
Oui, alors, mais le problème est de savoir aussi si c'est un problème technique qui permettrait donc de trouver une solution technique, c'est-à-dire faire en sorte que l'Algérie puisse obtenir un accès immédiat à volonté à tout ce qui peut l'intéresser, sans que la France perde pour autant euh, de sa faculté de consulter les mêmes archives. Mais ce problème purement technique est compliqué par un aspect essentiellement politique, c'est-à-dire que l'Algérie soutient que ces archives lui appartiennent et que d'une façon générale, dans tous les cas de décolonisation, eh bien, les archives du territoire appartiennent à l'État successeur. Alors, c'est la thèse qui a été soutenue par l'Algérie depuis de longues années et qui a été donc formulée dans une résolution adoptée par l'ONU. J'ai brusquement un doute sur les dates, mais enfin, je cite les références précisément dans la réponse à Abdelmajid Chihri que j'ai publiée sur mon site. Donc, le responsable des archives algériennes, Abdelmajid Chihri, déclare que, suivant les résolutions de l'ONU, la souveraineté sur les archives appartient uniquement à l'État successeur, donc à l'Algérie. Mais cette résolution de l'ONU qui a été adoptée à la demande de l'Algérie, en fait, n'a été votée que par une majorité à laquelle n'appartenait aucun État européen. Tous les États européens ont voté contre, et pas seulement la France. Donc la France n'était absolument pas isolée. Et d'autre part, cette majorité sur laquelle l'Algérie s'appuyait n'a pas été confirmée au moment des ratifications, puisque en réalité, il n'y a pas eu le minimum de 15 revendications qui est indispensable pour qu'une résolution de l'ONU soit officiellement adoptée. Donc, on peut très bien soutenir que la thèse fondamentale des Algériens, sur laquelle s'appuie Abdelmajid Chihri pour revendiquer toutes les archives coloniales de l'Algérie, eh bien, n'est pas fondée. Ceci est un point important à rappeler parce qu'il y a clairement une spéculation sur l'ignorance des Français. En réalité, l'Algérie n'a obtenu qu'une victoire illusoire et sa thèse n'a pas été adoptée par la grande majorité des États membres de l'ONU. Voilà un point de vue qu'on connaît souvent, enfin qu'on ne connaît pas souvent. Alors, toi, en tant qu'historien et chercheur, moi j'ai le sentiment que les archives de la guerre d'Algérie sont quand même très librement communicables, à part des documents classés encore sécurité défense, tout le reste est désormais communicable. Je me trompe Enfin, c'est à peu près cela. Enfin, ça fait déjà un certain nombre d'années que je ne suis pas retourné aux archives. D'après mon expérience, je pense que la communication des archives a fait de grands progrès, mais il y a eu depuis quelques années quelques retours en arrière, motivés, alors en partie, il faut le dire, même si ce n'est pas officiel, par la crainte qu'ont eue les archivistes de voir de très nombreux Algériens venir consulter les archives, apparemment en cherchant essentiellement des noms de personnes compromises avec la France qui pourraient servir donc à des usages politiques et non pas historiques. Donc ça fait partie des objections que l'on peut faire et qui portent en fait sur les intentions, sur l'usage que les Algériens pensent faire de ces archives s'ils en obtenaient la restitution. Alors, il y a une autre objection que l'on peut faire, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ces archives, s'ils étaient rapatriés massivement en Algérie, comme le demande le gouvernement algérien, donc est-ce que ces archives resteraient aussi disponibles, et notamment aux historiens, qu'elles le sont actuellement en France? Or, il n'y a aucune garantie à cela, même si, je connais au moins un nom d'historien canadien qui a eu accès aux archives du GPRA conservées à Alger. Néanmoins, d'autres témoignages montrent que les chercheurs
sur l'histoire de la guerre d'Algérie n'ont absolument aucune garantie de pouvoir avoir accès à celles qui les intéressent. Donc, si telle est la situation actuellement, quelle garantie pouvons-nous avoir sur la volonté du gouvernement algérien de faire que les archives rapatriées, si on peut dire, à Alger, restent aussi accessibles qu'elles le sont actuellement? Donc, c'est un deuxième argument qui me paraît important. Et c'est pourquoi je pense qu'il serait beaucoup plus raisonnable de suivre la position qui a été plusieurs fois défendue par l'archiviste algérien Fouad Soufi, c'est-à-dire faire en sorte, enfin trouver des moyens pour que les archives soient accessibles aux deux parties, sans que ça implique nécessairement une restitution. Donc, il ne faut pas mêler une thèse politique sur la propriété des archives à l'impératif de faire que les archives soient les plus accessibles possibles pour les chercheurs de toute nationalité, aussi bien algériens que français. Alors, parmi les défis à relever, en dehors du problème des archives, Benjamin Stora cite dans son rapport, il préconise le guide des disparus, puisqu'il rappelle qu'il y a pas mal de disparus des deux côtés. Pendant la bataille d'Alger, il y aurait 3000 Algériens disparus. En un mot, qu'est-ce que tu en penses de cette proposition? Oui, faciliter la recherche de disparus, ça me paraît un apport essentiel de ce rapport, mais c'est déjà une réalité, puisque aujourd'hui, enfin, le gouvernement du président Macron s'est engagé à plusieurs reprises à faciliter la recherche des disparus, en tout cas une connaissance exacte de ce qui a pu arriver à chacun d'eux, non seulement en faveur de Maurice Audin ou d'autres victimes ayant soutenu la cause algérienne et étant mortes pour cette raison, que pour d'autres qui sont morts, enfin, très vraisemblablement, après avoir été enlevés par le FLN et non pas par la France. Donc c'est un point qui est déjà acquis et donc il faut savoir interpréter ce qui est dit. Donc la recherche des disparus, du point de vue français en tout cas, c'est bel et bien la recherche de tous les disparus, quel que soit le motif de leur disparition, quelle que soit leur tendance politique, et non pas uniquement la recherche des disparus d'un certain côté. Là, ça me paraît un point fondamental. Alors, sur cette question précisément, il y a depuis quelques mois une association 1000disparus.org donc, qui s'occupe précisément d'enquêter pour identifier le sort exact de tous les disparus du côté algérien. C'est un fait très important et une initiative qu'on ne peut qu'approuver. Donc, elle est menée essentiellement sous la direction de deux chercheurs, Fabrice Risseputi d'un côté et Malika Rahal, qui a été une étudiante à un moment sous ma direction, de l'autre. On ne peut qu'approuver leur volonté, mais je voudrais simplement souligner que la recherche, enfin de l'élucidation de tous les cas un par un, me paraît une très heureuse innovation par rapport à l'attitude des militants de la mémoire algérienne qui, depuis des années, des dizaines d'années, ne cessent de répéter des chiffres tels que ces 3000 disparus de la bataille d'Alger, fondés sur le témoignage de l'ancien responsable de la police à la préfecture d'Alger, Paul Tedjen, mais ça ne repose absolument pas sur un inventaire de cas auquel on puisse se référer. Or, je constate, il est heureux que cette méthode qui consiste à lancer des chiffres en l'air sans que l'on sache sur quoi ils reposent a été enfin abandonnée. Ce n'est pas trop tôt. Par contre, il faut souligner qu'un certain nombre de personnalités et d'historiens se sont attachés justement à dresser un état aussi précis que possible des Européens d'Algérie disparus pendant la guerre ou après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, ce qui a abouti
pour donner des chiffres concernant les civils, cela aboutit à plus de 3000 disparus, parmi lesquels près de 1700 n'ont jamais été retrouvés, même pas morts, n'ont pas été retrouvés vivants. Mais donc, près de 1700 disparus, certains sur plus de 3000 cas d'enlèvement, c'est le résultat auquel ont abouti les travaux menés depuis de longues années, depuis peut-être 20 ans ou plus, par des personnalités telles que Madame Colette Ducos-Sader ou le général Maurice Fèvre, qui est décédé récemment, ou encore les historiens Jean-Jacques Jordi et Jean Monneret. Eh bien, ceux-là, ils appliquent la même méthode, et à vrai dire, la seule méthode qui vaille, bien avant que donc, Fabrice Riceputi et Malika Rahal aient entrepris le même travail pour la bataille d'Alger. Alors, parmi les autres défis cités dans cette troisième partie par Benjamin Stora, il y a l'idée, a priori bien sûr intéressante, de la création d'une chaîne de télévision franco-algérienne sur la mémoire, la force des images, qui ressemblerait un peu à Arte et qui donc, comme Arte participe à la réconciliation, mais c'est une belle idée, mais ça suppose des deux côtés une volonté de coopération qu'il n'y a peut-être pas encore. Oui. Il y a également la question des excuses. Alors, tu as utilisé, ou moi, je ne sais plus, le terme de repentance. Benjamin Stora parle d'excuses. En tant qu'historien, en oubliant un instant le problème algérien, crois-tu qu'il soit normal qu'un peuple s'excuse, regrette des faits qui se sont déroulés à une époque ancienne à laquelle les contemporains n'ont pas participé? Est-ce que dire je présente mes excuses pour la guerre de 100 ans, est-ce que ce n'est pas totalement hors de propos? Oui, c'est totalement hors de propos et absurde. Alors d'abord, le mot excuse est vraiment un mot extrêmement anodin. Bon, Absolument. je marche sur le pied de mon voisin par mégarde, je lui dis, donc si je suis poli, je m'excuse, ou encore mieux, veuillez m'excuser. Mais par rapport à la gravité des faits dont il s'agit, c'est totalement dérisoire. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, le mot repentance désigne très précisément ce qui a été demandé à la France depuis mai 1990 par la fondation du mai 45 et depuis mai 1995, je le répète, par un très grand nombre de journalistes et de personnalités algériennes et par l'État algérien lui-même. Or, la notion de repentance suppose que celui qui accepterait d'en faire preuve ait une responsabilité réelle dans au moins une partie des faits en question. Or, les Algériens n'ont pas demandé au général de Gaulle d'exprimer sa repentance. Et ils ont estimé largement suffisant qu'il accepte de mettre fin à la souveraineté de la France sur l'Algérie, au prix d'ailleurs d'une véritable guerre civile entre Français, même si cette guerre civile opposait des forces très inégales. De même, François Mitterrand, qui a été président de la République française de 1981 à 1995, eh bien, l'Algérie ne lui a jamais demandé d'exprimer sa repentance, alors même qu'il avait été ministre de l'Intérieur en novembre 1954 et ministre de la Justice en 1956 et 57. Le dernier président de la République qui aurait pu, à la rigueur, présenter une déclaration de repentance, c'était Jacques Chirac, puisqu'il avait participé à la répression. Mais le fait est que lui-même a jugé impossible, inacceptable de satisfaire cette revendication. Alors, depuis, la France a connu deux présidents qui étaient enfants, puisqu'ils sont nés pendant la guerre, donc Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Et enfin, depuis 2017, nous avons le président Macron qui est né 15 ans après la fin de la guerre. Donc, parler de repentance
attendre que le président français veuille bien se repentir, c'est absurde. Et pourtant, il faut quand même néanmoins indiquer un argument intéressant, c'est que chaque fois que la question de la repentance est posée aux Français par les sondeurs d'opinion, et je précise, bien que je n'ai jamais entendu parler officiellement de cette demande de repentance, bien que, il faut préciser, elle ait été utilisée par le candidat Nicolas Sarkozy donc en 2007, eh bien, je rappelle qu'à ce moment-là, certains l'ont accusé d'avoir inventé cette revendication de repentance pour se donner le mérite de la refuser. Or, cela est absolument faux. Sarkozy n'a rien inventé, cette demande est absolument certaine. Bon, mais refermons la parenthèse. Le fait est que quand on pose la question de la repentance dans des sondages d'opinion, eh bien, il y a depuis peu, depuis quelques années, une légère majorité absolue en faveur de l'acceptation de la demande de repentance. Mais si on distingue suivant les âges, eh bien, on constate que les classes d'âge les plus âgées, celles qui ont participé ou qui ont simplement été témoins de la guerre d'Algérie, eh bien, sont les plus divisées. Il n'y a pas de majorité absolue, il y a en fait à peu près autant de pour que de contre. Mais parmi les générations les plus jeunes, c'est là qu'il y a une majorité tout à fait nette en faveur de la repentance. Or, cela est absurde, car justement, ceux qui sont les plus sensibles au bien fondé de cette revendication, ce sont ceux qui devraient refuser, puisqu'ils ne sont pas concernés. Bien sûr. Donc là, je pense qu'il y a un problème de logique dont il faudrait tenir compte. Bon. Je pense que, à titre personnel, donc ça n'a pas d'intérêt, mais que reconnaître des faits, reconnaître qu'à Sétif, le 8 mai 1945, il y a eu vraiment des horreurs commises par les Français notamment, la reconnaissance des faits suffit, à mon avis, mais entre reconnaissance et repentance, bon, allez, on abordera. Oui, j'ajouterais que le mot qui me paraît le plus acceptable, c'est celui de regret, car effectivement, nous pouvons tous regretter que les relations entre la France et l'Algérie ne soient jamais arrivées à une véritable réconciliation, une véritable confiance. Et donc, le président Macron a parfaitement le droit de regretter, et nous avons tous le droit de regretter profondément ce fait malheureux qui ne dépend pas de notre volonté. Nous n'y pouvons strictement rien. Dans l'esprit, oui, mais le mot regret, il est un peu comme le mot excuse, il est très faible, un peu banal. C'est le sorry anglais, désolé, regret. Non, je pense que non. La notion de regret, ce n'est pas la même chose que celle de excusez-moi, je regrette. C'est quand même. Non, c'est autre chose. Bon. Alors, les autres défis, bon, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a le problème des essais nucléaires au Sahara, donc la question des cimetières européens et juifs, la formation des professeurs d'histoire à l'histoire de la colonisation. Bon, donc tout ceci est cité, mais juste une réaction parmi ces défis, tu trouves que c'est justifié de vouloir creuser ces questions. Alors, celui des essais nucléaires, d'accord. La question des cimetières, les rééditions, c'est pas, tout ça est mis sur le même plan, ça fait un peu énumération, alors que c'est des problèmes d'ampleur différente. Mais enfin, toi. Oui, enfin, ce n'est pas. Enfin, ce n'est pas forcément, enfin, ce ne sont pas des problèmes identiques, mais on peut en effet remarquer que, par exemple, la question des essais nucléaires et de leurs conséquences sur la santé des populations, c'est en effet un sujet très grave, mais il faut le poser à part et il ne faut pas l'exploiter dans une perspective de propagande. Tu sais comme moi que une de tes étudiantes avait réalisé un travail pionnier sur la question des essais nucléaires français au Sahara et de leurs victimes, Que nous avons qui publié. étaient essentiellement des Français, car oui, il faut le souligner.
les Algériens n'ont pas été utilisés comme cobayes pour ces expériences, et donc les principales victimes étaient des soldats français. Mais il est vrai aussi que la propagande du FLN pendant la guerre et après la guerre et jusqu'à une date toute récente a utilisé ces événements, en particulier en prétendant que les Français avaient utilisé comme cobayes des prisonniers algériens. Or, la photo qui est utilisée à l'appui, quand on la regarde attentivement, eh bien, il n'y a pas le moindre signe de la présence de corps vivants, puisque ce sont apparemment des mannequins maintenus debout par des poteaux et recouverts d'uniformes, enfin, qui ne laissent voir aucune chair humaine. Et donc là, nous avons l'exemple même de l'exploitation politique par la propagande extrêmement grave, jointe au fait que certains ont osé prétendre que la France avait voulu avoir la bombe atomique pour pouvoir gagner la guerre, ce qui est une absurdité totale. La France a voulu avoir la bombe atomique pour des raisons totalement étrangères à la guerre d'Algérie. Et le général de Gaulle a voulu à la fois mettre fin à la guerre d'Algérie et utiliser le maximum des moyens du budget militaire français pour réaliser sa force de dissuasion. Donc là, il faut, bien entendu, chacun de ces points peut être discuté, mais il faut le faire en gardant son sang-froid et en se gardant systématiquement de l'exploitation de propagande de ces événements discutables. Le rapport Stora se termine par une conclusion dans laquelle Stora souhaite la constitution d'une commission mémoire et vérité, commission bien sûr franco-algérienne, qui aurait pour objet de poursuivre les commémorations, de recueillir la parole de témoins, de sanctuariser 4 camps d'internement en France, qui deviendraient des lieux de mémoire, notamment le Larzac, une coopération universitaire, accorder plus de place dans les programmes scolaires à l'histoire de la France en Algérie, réactiver le projet de musée. Alors, je pense que tu as beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et justement, dès que le rapport a paru, tu as souhaité t'adresser à Benjamin Stora, que tu connais bien, pour lui dire ce que tu pensais de son rapport. Et dans cette lettre que tu m'as communiquée à titre, disons, personnel, tu insistes sur plusieurs points que tu pourrais peut-être reprendre, sauf si tu ne souhaites pas mettre ça sur la place publique. Donc, dans cette critique, critique amicale, critique professionnelle d'historien à historien que tu as adressée à Benjamin Stora. Oui, en disant que tu étais dubitatif d'abord sur la démarche, parce que il y a, tu dis, il y a en Algérie une mémoire officielle, hein, qui est la mémoire du pouvoir en place depuis la fin de la guerre et qui gèle toute possibilité d'aller voir ailleurs. Hein. Donc, rien que cela. Et ça me permet de comprendre pourquoi c'est beaucoup plus difficile d'amorcer une réconciliation franco-algérienne que la réconciliation franco-allemande. Parce que dans le cas des franco-allemands, il y avait des deux côtés des gouvernements qui souhaitaient à tout prix aller vers la réconciliation. Il y avait l'idée de l'Europe, etc. Ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, tu dis dans cette lettre à Benjamin Stora, tu parles d'une histoire de canon que je ne connaissais pas, là, Baba. Et tu reviens sur l'idée de Gisèle Halimi au Panthéon, préconisée par Stora, et tu reviens sur l'enseignement de l'histoire de l'Algérie et de la guerre d'Algérie en France. Tu peux peut-être développer ce point. Alors, j'essaie de revenir. Enfin, d'abord, je commençais quand même par rendre hommage à l'intérêt très grand de ce rapport. Donc, sa ligne générale, si je peux me flatter de l'avoir nettement identifiée,
qui est de chercher à répondre à la demande algérienne en évitant de céder à la revendication de repentance, car à plusieurs reprises, donc, Benjamin Stora s'en démarque et il dit qu'il n'en est pas question et que ça n'a pas de sens. Bon, et j'ai été frappé de la démonstration qu'il donne, d'après laquelle les 4 derniers présidents de la République française, donc Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, ont eu finalement la même attitude, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés à la fois de satisfaire les demandes opposées, ils ont essayé de satisfaire les demandes de l'Algérie sans sacrifier le point de vue français et en particulier sans provoquer de rupture entre les différents groupes mémoriels opposés qui coexistent en France. Alors en effet, en Algérie, il y a une ligne politique officielle, enfin une ligne mémorielle officielle qui est partagée largement par une grande partie de l'opinion publique, en tout cas la seule partie qui a le droit de s'exprimer, car ceux qui avaient pris parti pour la France ou pour le MNA de Messali Hadj n'ont pas le droit d'exprimer pleinement leur opinion, donc il n'y a qu'une vérité officielle et l'opinion publique est elle-même largement tributaire de cette opinion, de ce point de vue officiel, alors qu'en France, il y a au contraire une pluralité de points de vue contradictoires. Alors certains de ces points de vue sympathisent avec le point de vue algérien, et que ce soit à gauche ou à l'extrême gauche, ou parmi les franco-algériens qui sont nombreux et qui peuvent être influencés par le point de vue de leur pays sans même s'en rendre compte, mais il y a au contraire des groupes de mémoire qui traduisent le point de vue, je dirais, des vaincus de la guerre d'Algérie et qui donc ne veulent pas que la France mette fin à la guerre des mémoires au prix d'un nouvel abandon qui redoublerait celui qu'ils ont subi en 1962. Alors, donc, j'ai rendu hommage à la démarche globale de Benjamin Stora telle que je l'ai comprise, mais il y a néanmoins un nombre important de points qui me paraissent discutables. Et néanmoins, je pense que, avant même d'énumérer un certain nombre de ces points, et je pourrais en énumérer d'autres, il y a le problème fondamental qui me paraît être l'absence de réponse sur le fond à la demande algérienne de repentance. En effet, ce que j'ai écrit à Benjamin Stora, ce que je voudrais pouvoir développer davantage, c'est que les Algériens ne devraient pas demander des comptes seulement à la France, mais aussi à leur propre gouvernement. En effet, la responsabilité de la France n'implique pas l'irresponsabilité de l'Algérie ou de ceux qui ont parlé et agi en son nom. Et donc, tel est pour moi le fond du problème. Peut-il y avoir donc un effort de mémoire oui, qui soit demandé uniquement à la France et non pas à l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux continuer, hein, tu peux continuer. Oui, c'est difficile de parler sans personne en face. J'arrive, c'était un problème de téléphone. Bon, vas-y. Donc, oui. Donc, je pense que le problème fondamental, il est là. Est-ce que seule l'Algérie a le droit de demander des comptes à la France et est-ce qu'elle n'a pas en même temps des comptes à demander à ceux qui incarnent l'État algérien ou en tout cas l'idée d'État algérien depuis 1954 ou depuis 1962. Et là, c'est, je pense, le désaccord fondamental. Je pense que puisque cette revendication de repentance existe depuis des années et interpelle la France, il est indispensable de répondre clairement sur ce point. Alors c'est pour ça que dans ma lettre, dans mon message à Benjamin Stora,
j'ai rappelé les déclarations de son ami Abdelmadjid Merdassi, donc historien constantinois et ami de Benjamin Stora, récemment décédé. Donc, déclaration à la gloire de Zirut Youssef, donc le chef de l'ALN du Nord constantinois, et à la gloire de l'insurrection du 20 août 1955, dont il ne disait pas que cette insurrection avait commencé par assassiner plus de 100 civils européens dans le Nord constantinois. Ce qui ne peut pas être le résultat d'un malheureux hasard, mais implique logiquement un désordre donné pour cette offensive. Et ces ordres donnés ont été clairement reconnus, en particulier par le successeur de Zirut Youssef, Lakhdar Ben Tobal, quand il a été interrogé par le journaliste Yves Courrière à la fin des années 1960. Donc, il y a le problème, disons, du côté algérien. Il y a en réalité le problème que nous pose une doctrine du FLN qui considère que, puisque la France a conquis l'Algérie, l'a dominée, exploité illégalement, tous les moyens sont bons pour la chasser. Aussi longtemps que les Français n'auront pas quitté l'Algérie, eh bien, les Algériens auront le droit de leur faire subir toutes les violences qu'ils jugeront nécessaires pour obtenir satisfaction. Cette thèse fondamentale de la propagande algérienne est-elle acceptable ou non? Et donc, les Algériens doivent-ils considérer que tous leurs maux viennent de la France ou que les responsables, enfin ceux qui ont pris la responsabilité de l'insurrection au nom du peuple algérien, sans d'ailleurs l'avoir consulté, sans pouvoir le consulter, eh bien, ont-ils le droit, avaient-ils le droit de faire tout ce qui est jugé nécessaire pour obtenir leur but, ou bien les Algériens sont-ils en droit de leur réclamer des comptes à eux aussi et de leur demander si, par exemple, le recours à des massacres systématiques d'Européens n'allait pas entraîner des représailles non moins systématiques et encore plus douloureuses pour les Algériens eux-mêmes. Cela est valable pour le 20 août 1955 et pour de très nombreux épisodes qui ont suivi jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, cela est bien le problème fondamental que, à mon avis, le rapport devrait aborder parce que il est inséparable de la question de la repentance demandée par l'Algérie à la France. Alors, je cite ensuite un certain nombre d'exemples parmi les propositions de Benjamin Stora. Enfin, j'en cite quelques-unes, mais il y en aurait d'autres à citer. L'affaire du canon Baba Merzoug, donc c'est un canon monumental qui a été saisi par la France à Alger en 1830 et qui a été envoyé à Brest, où il se trouve encore. Les Algériens considèrent que ce canon fait partie de leur patrimoine national et donc ils le revendiquent. Mais les Français pourraient quand même leur objecter que ce canon a servi à pulvériser un certain nombre d'otages français qui ont été attachés devant sa gueule pendant qu'Alger était bombardé par les Français dans les années 1680, notamment le consul de France et religieux lazariste, le père Levaché, mais il y en a apparemment beaucoup d'autres. Alors, est-ce que ce ne serait pas, pour les Français, une raison suffisante de refuser le retour de ce canon à Alger? Alors, sur cette question, Benjamin Stora, heureusement, est très prudent. Mais il y a d'autres cas beaucoup plus inquiétants. Alors, j'ai évoqué en particulier… Gisèle Halimi, là, qui est une question qui passionne l'opinion française, c'est-à-dire Benjamin Stora propose de mettre son corps au Panthéon. Oui, alors là, cela me paraît une proposition extrêmement discutable et extrêmement imprudente. Pourquoi cela? Parce que Gisèle Halimi a été une avocate très engagée au service donc, des membres du FLN arrêtés par les Français. En particulier,
dans l'affaire Djamila, c'était Djamila Boupacha, je crois, en 1960. Elle a publié aussi un livre, donc en 1960, pour Djamila Boupacha, avec Simone de Beauvoir. Et donc, c'était un ouvrage extrêmement militant. Alors, il se peut que, en effet, Djamila Boupacha ait subi la torture, mais même si le problème de la torture pose un problème moral extrêmement grave, il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas pour autant oublier l'existence d'un terrorisme qui frappait indistinctement n'importe qui, parmi les civils aussi bien européens que musulmans à Alger, entre juin 1950, non seulement durant ce qu'on appelle la bataille d'Alger en 1956-57, mais également à partir de juin 1958 et jusqu'à décembre 1959 à Alger. C'est pour cette deuxième vague d'attentats à laquelle elle a participé que Djamila Boupacha a été arrêtée et éventuellement torturée. Donc tu préférerais que, comme proposition, que l'on mette Germaine Tillon, qui pour toi est une figure beaucoup moins discutable, enfin beaucoup plus apaisante, si je peux dire, pour la mémoire, que Gisèle Halimi au Panthéon. Oui, mais alors il se trouve que Germaine Tillon est déjà au Panthéon depuis 5 ans. Mais il est vrai que bon, l'entrée de Germaine Tillon au Panthéon, d'abord, n'était pas due principalement à son action pendant la guerre d'Algérie, action tendant à essayer d'apaiser les violences. Elle est entrée avec plusieurs éminents résistants. Donc, mais le fait est que Germaine Tillon, certes, a participé à la guerre d'Algérie, donc en tant que d'abord que fondatrice des centres sociaux pour venir en aide à la population musulmane en 1955. Puis elle est revenue à Alger en 1957 et elle est entrée en contact secrètement avec le responsable du FLN d'Alger, Yassef Saadi. Elle l'a rencontré pour essayer d'obtenir une trêve des attentats. Et elle a obtenu satisfaction. Mais elle ne lui a pas caché qu'elle le considérait comme un assassin. Or, ce n'est pas Gisèle Halimi ni Simone de Beauvoir qui auraient dit ça. Au contraire, Simone de Beauvoir a eu des mots extrêmement durs et méprisants envers Germaine Tillon. Donc, le cas Germaine Tillon et le cas de Gisèle Halimi ne sont pas du tout identiques. D'autant plus que, Gisèle Halimi a tenu des propos très durs pour les harkis, qu'elle considère toujours comme des traîtres, jusqu'en 2010. Une déclaration en ce sens a été citée. Et c'est pourquoi cette proposition de Benjamin Stora, alors qui a été soutenue par d'autres personnes, en particulier par le vice-président de la Ligue des droits de l'homme, Gilles Manceron, a été au contraire fermement refusée par des femmes et des filles de Harki qui ont fait une pétition, donc il y a plus d'une trentaine de signatures. Fatima Besnassi Lankou, qui pourtant avait fondé avec Gilles Manceron l'association Harki et droits de l'homme, bien Fatima Besnassi Lankou et Dalila Kershouch et beaucoup d'autres moins connus ont opposé leur veto formel à l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Donc cela me paraît quand même digne d'être signalé. Et un autre problème abordé, c'est l'enseignement de l'histoire de la guerre d'Algérie notamment. Et récemment, j'ai écouté à la télévision une jeune femme qui disait qu'on lui en avait parlé que pendant 1 heure uniquement. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine exagération à ce sujet? Bon, pendant un temps, l'histoire immédiate en général et l'histoire de la guerre d'Algérie, effectivement, ont eu pas de place ou peu de place dans les programmes. Mais il y a quand même depuis 15 ans au moins des progrès manifestes, non, dans l'enseignement. Mais oui, et bon, j'ai objecté à Benjamin Stora, qui pourtant, il me semble, a été inspecteur général de l'éducation nationale, qu'il fallait tenir compte d'un fait majeur, à savoir que le temps disponible pour l'enseignement de l'histoire
n'a cessé de diminuer avec les horaires scolaires en général. Il faut rappeler que dans mon jeune temps, et dans le tien sans doute aussi, les élèves de l'enseignement secondaire étudiaient successivement les différentes périodes de l'histoire, donc depuis la sixième jusqu'à la terminale, donc depuis l'Égypte des pharaons jusqu'à l'époque vraiment contemporaine. Mais depuis la réforme Abi, donc au temps de M. Giscard d'Estaing, dans les années 70, eh bien, il y a désormais une séparation entre le collège et le lycée, et les programmes d'histoire s'efforcent de couvrir tout ce qu'il y a d'important, donc d'abord entre la sixième et la troisième, et ensuite de la seconde à la terminale. Ce qui fait qu'obligatoirement, le temps disponible s'est restreint comme une peau de chagrin. Donc, on ne cesse de déplorer le peu de temps que l'on consacre à la guerre d'Algérie, mais la guerre d'Algérie ne fait pas partie des périodes les moins bien traitées, loin de là. Et depuis 1983, en tout cas, les programmes ont accordé une place, je ne dirais pas suffisante, mais en tout cas une place minimale à l'histoire de la guerre d'Algérie. Et tout récemment encore, l'histoire de la guerre d'Algérie, certes, je crois, a été avancée de la terminale à la première, mais en terminale, il y a une épreuve qui porte sur les rapports entre histoire et mémoire, avec deux exemples. D'une part, histoire et mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, et d'autre part, histoire et mémoire de la guerre d'Algérie. Alors, certes, il est vrai que beaucoup de professeurs sont encore beaucoup moins familiers de la guerre d'Algérie que de la Deuxième Guerre mondiale, mais les instructions ministérielles officielles qu'ils ont reçues s'efforcent d'éviter la confusion entre ces deux périodes, et donc ils font de leur mieux pour éviter que la guerre d'Algérie soit considérée comme une pure et simple répétition de la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle les résistants seraient le FLN et les collabos, les harkis. Enfin, voilà, en gros, l'essentiel, tout ce qu'il faut en dire. Merci. Pour terminer, Guy, il nous reste quelques minutes. J'aimerais que tu expliques pourquoi tu as écrit, je crois que tu as écrit d'ailleurs plusieurs fois à Emmanuel Macron, mais dans ta dernière lettre notamment, tu abordes plusieurs problèmes. Hein. C'est une lettre très documentée avec une quinzaine ou vingtaine de pages. Et tu abordes notamment un problème très intéressant, c'est la question de la soi-disant équivalence, pour certains, entre la Shoah et la guerre d'Algérie. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais peux-tu revenir sur cette question? Oui, la soi-disant équivalence entre la Shoah et la guerre d'Algérie, elle n'a objectivement aucun fondement. La Shoah, c'est un phénomène, enfin, c'est un crime extrêmement grave et à peu près sans équivalent, en tout cas sans équivalent aussi important. Donc, c'est le fait de la part d'un régime de parti unique obéissant à un dictateur fou, donc de vouloir anéantir ce qu'il considérait comme une race humaine, ou plutôt infrahumaine, à savoir donc la race juive. Ce crime atroce et injustifiable relève d'un véritable délire idéologique, en tout cas d'un choix totalement arbitraire, qu'aucun argument rationnel ne peut justifier, puisque tous les moyens que le Troisième Reich a utilisés pour poursuivre l'extermination des Juifs jusqu'au dernier moment, eh bien, tous ces moyens ont été perdus pour la guerre contre l'URSS, dont dépendait l'avenir même de l'Allemagne et de l'Europe. Donc cela relève d'un délire idéologique qui est absolument impossible à justifier. Par contre, la guerre d'Algérie ou la colonisation, enfin ce que la France a fait en Algérie de 1830 à 1962,
eh bien, c'est un épisode fondamentalement guerrier qui a été d'ailleurs décidé de façon tout à fait irréfléchie et pour des motifs tout à fait légers, puisqu'il s'agissait au fond de montrer que la France était encore une grande puissance alors qu'elle avait perdu son rang par rapport à l'Angleterre et aux autres États européens pendant les guerres de Napoléon Ier, et ensuite contre l'Allemagne de Bismarck seule en 1870-71. Donc la France a voulu devenir une grande puissance coloniale pour montrer qu'elle était encore une grande puissance mondiale. Mais tout cela n'a rien à voir avec la Shoah et à aucun moment la France n'a essayé d'anéantir la population indigène d'Algérie. Il y a eu certes des crimes tout à fait condamnables, des répressions qui ont tué quelques centaines de civils de tous âges et de tous sexes. C'est absolument injustifiable. Sinon, disaient les auteurs de ces actes, par le fait que les indigènes d'Algérie étaient des sauvages ou des barbares qu'il fallait donc intimider par tous les moyens efficaces. Alors cela est plus que discutable, condamnable, mais en aucun cas on ne peut parler de crimes contre l'humanité. Il s'agit simplement de crimes de guerre. Ce n'est pas rien, mais ça n'a strictement rien à voir avec un crime contre l'humanité, ni avec la Shoah. Et dans cette même lettre à Emmanuel Macron, tu insistes beaucoup pour dire que la France ne doit pas s'aligner sur la politique mémorielle de l'Algérie. Peux-tu développer cette préconisation? Ben pour les raisons que j'ai déjà évoquées dans ma lettre à Benjamin Stora, c'est-à-dire que, oui, la politique mémorielle de l'Algérie est fondée sur l'idée que, en quelque sorte, que la France a été pour l'Algérie ce que l'Allemagne avait été pour elle, et que, donc, elle a commis des crimes imprescriptibles qui font que, même si la France exprimait son repentir, eh bien, cela ne suffirait pas, puisque plusieurs personnalités algériennes, je pense en particulier au ministre des anciens Moudjahidines, Tayeb Zitouni, a déclaré à plusieurs reprises que le jour où une nouvelle génération de Français accepterait de battre sa coulpe et donc de demander pardon, eh bien, ce pardon sera refusé parce que les crimes dont il s'agit sont impardonnables. Là, nous nous trouvons face à une attitude intellectuelle injustifiable et à la limite un véritable délire idéologique. À quoi bon demander pardon si c'est pour le refuser? Donc, nous nous trouvons déjà devant une première absurdité. Et donc, la deuxième étant celle, je l'ai dit, d'identifier les griefs légitimes que l'Algérie peut avoir envers la France à ceux que la France pouvait avoir envers l'Allemagne nazie. Donc, il y a une exploitation extrêmement contestable de ces revendications de repentance. Alors, exploitation à laquelle certains auteurs ajoutent même des revendications matérielles, des revendications d'indemnisation. Et cela en oubliant que la France a déjà beaucoup payé pour aider l'Algérie à surmonter l'épreuve de son indépendance, en particulier parce que, à la fin de la guerre, le budget de l'Algérie était payé essentiellement par la France, et la France a maintenu son aide financière, enfin, sa participation au budget de l'Algérie pendant plusieurs années pour éviter que l'indépendance soit suivie par une faillite immédiate. Faillite d'autant plus menaçante que les Français d'Algérie, qui payaient l'essentiel des impôts de la population locale, fuyaient en masse vers la France. Donc, il est clair que la France a déjà beaucoup payé pour éviter à l'Algérie le naufrage. Et depuis, enfin, dans mes livres, j'ai cité de nombreux exemples de ces paiements et de ces dettes que la France a abandonnées à l'Algérie pour l'aider à s'en sortir. Et à partir de 1971, le pétrole et le gaz d'Algérie n'appartiennent plus à la France, mais à l'Algérie elle-même. Donc, le bien fondé de cette revendication d'indemnisation, qui
est exprimée par différents auteurs ne tient pas debout. La question est de savoir est-ce que l'Algérie va continuer à vouloir vivre aux dépens de la France de 60 ans après l'indépendance et pour combien de temps? Enfin, toutes ces questions doivent être posées.